بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le chapitre numéro 2, toujours le module support de transmission. On va voir aujourd'hui les caractéristiques du support de transmission. Comme toujours, on doit commencer par une introduction. Nous avons que l'infrastructure d'un réseau, la qualité de service offerte et les solutions logicielles à mettre en œuvre dépend largement des supports de transmission utilisés. Les supports de transmission exploitent les propriétés de conductibilité des matériaux, paires torsadées, câbles coaxiales ou bien celles des ondes électromagnétiques. Nous avons le faisceau hertzien, satellite ou encore celle du spectre visible de la lumière pour la fibre optique. Généralement, on classe les supports de transmission en deux catégories. Nous avons le support guidé et le support non guidé ou bien libre. Pour support de transmission, le support de transmission, c'est un ensemble de deux ou plusieurs conducteurs acheminant un signal électrique d'une source pour une émission ou bien un émetteur vers une charge ou bien le récepteur. Voici un modèle élémentaire de transmission. Vous avez un émetteur de transmission et un autre récepteur. Pour les caractéristiques du support de transmission, on va commencer par la vitesse de propagation, pardon. La vitesse de propagation, c'est une caractéristique importante du canal et peut dépendre de la fréquence du signal. La vitesse de propagation usuelle des signaux électriques sur un câble bifilaire ou bien coaxial est de 150 000 à 220 000 mégas en seconde, mètres par seconde, pardon. Dans l'air ou bien dans le vide, la vitesse de propagation des ondes électromotrices est de C égale 3 par 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans un câble coaxial ou fibre optique, on trouve la vitesse V égale 2108 mètres par seconde. Dans une paire torsadée, la vitesse varie de 0,5 à 2108 mètres par seconde. Et la largeur d'onde est définie par lambda égale la vitesse par la fréquence. On passe maintenant à l'utilisation des décibels. L'origine du décibel. Le décibel, c'est une unité initialement introduite en acoustique pour traduire mathématiquement le fait que la sensation auditive est proportionnelle au logarithme de puissance acoustique. C'est une unité logarithmique sans unité. On passe maintenant au rapport de puissance en décibels. Si vous avez P1 et P2 de puissance, le rapport de P2 sur P1 en décibels s'écrit P2 sur P1 en décibels égale 10 logarithme 10 de P2 sur P1. Ou bien 10 logarithme 10, c'est le logarithme décimal, bien sûr. On va voir ensemble un exercice. Dans cet exercice, on vous demande, on injecte à l'entrée d'un amplificateur une puissance P1 égale à 10 milliwatts, 100 milliwatts, pardon. On obtient en sortie une puissance P2 égale à 200 milliwatts. On vous demande de calculer le gain en décibels de l'ampli. On va utiliser notre formule. Donc, le gain en décibels égale 10 logarithme 10 de la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Donc, 10 logarithme 10 de 200 par 10 puissance moins 3 sur 100 par 10 puissance moins 3 égale à 10 logarithme de 10, 20, donc est égal à 13,01. Le gain en décibels, donc 13,01 ou bien G égale 13,01 décibels. Un amplificateur qui a un gain de 18 décibels, on vous demande de calculer P2 si vous avez P1 égale à 1 milliwatt. Toujours avec la même formule, donc nous avons le gain en décibels égale 10 logarithme de 10 P2 sur P1 égale à 18. Donc, le logarithme décimal de P2 sur P1 égale à 18 sur 10. Donc, P2 sur P1 égale à 10 puissance moins 1,8. Donc, P2 égale à P1 multiplié par 10 pas à la puissance 1,8. On obtient P2 égale 63,09 milliwatts. On passe maintenant le rapport de courant, bien le rapport de courant, oui, le rapport de tension, mais cette fois-ci en décibels. La puissance électrique d'un signal étant proportionnelle au carré de la puissance ou bien du courant. Donc, vous avez P égale la puissance du signal
est égal à V2 sur V1. Donc, le rapport des deux puissances peut s'exprimer en fonction des rapports de tension ou bien des courants. Nous avons P2 sur P1 en décibels égal à 10 logarithme 10 de P2 sur P1. Donc, est égal à 10 logarithme 10 de R par le courant I2 au carré divisé par le courant R multiplié par le courant I1 au carré. Donc, est égal à 10 logarithme décimal de I2 sur I1 élevé au carré. À la fin, on obtient le rapport P2 sur P1 en décibels en fonction du courant égal 20 logarithme du courant I2 sur I1. Maintenant, pour le rapport en fonction de tension, on obtient P2 sur P1 en décibels égale 10 logarithme de P2 sur P1 est égal à 10 logarithme de V2 au carré sur V1 au carré. Donc, est égal tout simplement 20 log 10 log 20 log de V2 sur V1. Quel est l'intérêt du décibel? Les techniciens et les ingénieurs qui travaillent dans télécommunications utilisent le décibel très fréquemment et sous toutes ses variantes. Vous avez le dB, le dBm, le dB micro, etc. Le décibel permet de simplifier les calculs en transportant des produits de grandeur en somme de leur logarithme. En transformant la puissance en watts, donc on obtient en décibels. La puissance en milliwatts, on obtient décibel M. Millidécibels, microwatts, donc on obtient décibel micro. Et le courant, donc nous avons le courant en ampères en décibels, le courant milliampères, décibel M, microampères, décibel micro. On passe maintenant à l'affaiblissement ou bien l'atténuation. Le canal de transmission va atténuer ou bien affaiblir l'amplitude du signal qui le traverse. Le phénomène d'atténuation correspond à une perte d'énergie du signal pendant son propagation sur le canal, s'accentuant avec la longueur de celle-ci. La quantité d'énergie perdue dépend de la fréquence du signal et de la bande passante du système. On mesure l'atténuation pour le rapport PS sur PE qui exprime couramment en décibels. Vous avez A en décibels égale 10 logarithme de PS sur PE. Pour la bande passante, le canal de transmission est par nature imparfait. Cela signifie qu'il ne véhicule correctement que les fréquences appartenant à une zone caractéristique. Cette zone correspond à un intervalle de fréquence et porte le nom de bande passante. Donc, la bande passante, c'est la différence de P2 moins P1. Nous avons la courbe théorique en mauve et la courbe positive ou bien la courbe réelle en tracé fil crayon, donc en noir. Bien sûr, cette graphe représente l'amplitude, l'affaiblissement en décibels en fonction de la fréquence en Hertz. Sachant que pour les signaux réels, on va définir la bande passante à 3 décibels, donc c'est la courbe positive. La bande passante, sa largeur caractéristique d'un support de transmission qui se comporte généralement comme un filtre et toutes les fréquences en dehors de cette bande est portement affaiblie. C'est quoi un bruit? Un bruit, c'est un signal perturbateur provenant du canal lui-même, d'où son environnement ou bien de son environnement externe. Il est de comportement aléatoire et vient s'ajouter au signal utile, donc transportant l'information, bien sûr. Il provoque aussi des erreurs de transmission et on distingue généralement deux types de bruit, le bruit blanc et le bruit impulsif. Pour le bruit blanc, c'est un bruit dont la puissance est uniformément répartie dans toute la bande passante du signal canal. Il s'agit essentiellement d'un bruit provoqué par l'agitation thermique des électrons dans le conducteur électrique. Mais pour le bruit impulsif, comme son nom l'indique, ce type de bruit à caractère impulsif, il se présente sous forme de tension ou bien perturbation dans la valeur élevée, et dans des valeurs élevées, mais de durée bref. Ces bruits sont très gênants pour la transmission des données, car le signal perturbateur va modifier la forme du signal reçu à des instants quelconques qui sont aléatoires, tels qu'il se produit des erreurs à la réception. Les sources du bruit impulsif, c'est la fréquence, sont nombreuses. On peut citer instantanément, pardon,
La diaphonie ou bien ce qu'on appelle le crosstalk. Donc, pardon. La diaphonie, c'est une influence euh, naturelle, indésirable entre signaux utiles transmis sur des conducteurs voisins l'un de l'autre dans l'espace. Par exemple, dans un câble. Les transporteurs varient à tous pour les courants sur les lignes d'alimentation ou bien toute nature électrique. On trouve aussi les phénomènes atmosphériques, etc. Quelle est la notion du bruit sur signal? Maintenant, donc, la quantité de bruit présentée sur un canal de transmission est exprimée par le rapport de la puissance du signal transmis sur la puissance du bruit. Il prend le nom de rapport signal sur bruit. On écrit ce rapport S sur B, ou bien S sur N, ou bien SNR, ou bien signal to noise ratio. On peut l'exprimer de la forme en décibels. Le rapport signal sur bruit en décibels égale 10 logarithme de S sur N. On passe maintenant à la notion de débit. Le débit d'un signal numérique, on appelle débit binaire dès la quantité d'informations émise par unité de temps par une source. L'unité de débit binaire, c'est le bit par seconde ou bien byte par seconde. Il est donc l'inverse de la durée d'un élément binaire ou intervalle significatif, donc D égale à 1 sur T. Nous avons un exemple. Si vous avez signal de parole 64 kilobytes par seconde, pour télévision couleur, 204 mégabytes par seconde. On peut évaluer un débit si on connaît la quantité de bits à émettre et la durée de l'émission d'une source. La formule pratique CD égale n en octets multiplié par 8 divisé par le temps de transmission. N octets, c'est le nombre d'octets à émettre. T transmission, c'est le temps nécessaire pour émettre ces octets. On va voir un exemple. On vous demande dans cet exemple de calculer le temps d'émission des messages de 512 octets en sortie d'une carte réseau fonctionnant à 100 mégabytes par seconde. Donc, vous avez comme solution T égale le nombre d'octets par 8 sur D. Donc, on obtient 512 par 8 sur 100 par 10 puissance 6. On obtient 40,96 microsecondes. On va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine séance, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Merci.